Bonjour. Aujourd'hui, nous allons expliquer Ad Astra aux faquins. Ad Astra est un film réalisé par James Gray, un réalisateur qui... d'ailleurs, son acteur fétiche, c'est Joaquin Phoenix, je suis en train d'y penser, qui a tourné dans quasiment tous ses films. Et j'ai pas tout vu exactement de lui, j'ai vu We Own the Night, qui était assez cool. La nuit nous appartient, je crois que c'est ça. Et après, enfin, dernièrement, je crois qu'il a fait beaucoup de comédies dramatiques, et ça, j'ai pas trop suivi. Bon, tiens, ça alors, ce serait quand même extraordinaire si jamais il n'avait pas réalisé de comédie dramatique. Effectivement, James Gray n'a réalisé aucune comédie dramatique. Alors, je les aime bien, Jour du Grenier, Seb du Grenier, tout le monde du Grenier, je les trouve très sympathiques. Par contre, prendre 30 secondes pour vérifier ce qu'on va dire avant de faire une vidéo qui sera vue par des centaines de milliers de personnes, ce serait pas mal quand même. Et avant de parler directement d'Ad Astra, en fait, on va revenir un peu sur la carrière de James Gray pour voir ce qu'on peut attendre d'Ad Astra. Alors, James Gray a commencé sa carrière en 1994 avec un film qui s'appelle Little Odessa, qui raconte l'histoire d'un tueur à gages qui arrive dans un quartier de New York dans lequel il a grandi avec toute sa famille, où il va tenter de renouer des liens avec son frère et avec sa mère qui est mourante. Son deuxième film, c'est The Yards, je ne l'ai pas encore vu, je compte le voir prochainement. Et si je ne m'abuse, c'est également une histoire de famille. Dans le troisième film, son plus connu je pense, We Own the Night, La nuit nous appartient en français, où il y a deux frères, l'un est flic et l'autre est gangster, donc forcément il va y avoir une opposition entre les deux. Ensuite il y a Two Lovers qui raconte l'histoire d'amour d'un mec qui doit choisir entre deux femmes, l'une qui correspond aux désirs de sa famille et l'autre qui correspond à ses désirs à lui. Ensuite on a The Immigrant, alors de quoi ça parle The Immigrant? C'est l'histoire d'une jeune fille qui débarque, qui est jouée par Marion Cotillard, dans les années 20 à New York avec sa sœur, sauf que sa sœur semble avoir la tuberculose, du coup elle est retenue par les services d'immigration, et Marion Cotillard va être prête à tout, quand je dis à tout, c'est absolument à tout, pour faire sortir sa sœur de l'hôpital où elle est gardée. Et enfin, son avant-dernier film, donc The Lost City of Z, qui raconte l'histoire d'un père de famille qui quitte femme et enfant au fur et à mesure pour s'enfoncer de plus en plus dans la forêt amazonienne, dans l'espoir de trouver la cité perdue de Z. Comme quoi, le titre disait déjà tout. Alors à quoi ça sert de faire ce petit récapitulatif? Ça sert tout simplement à voir quels sont les leitmotifs dans la carrière de Gray. Et si je le fais, c'est parce que je sais bien sûr que ces leitmotifs sont apparents. Vous l'aurez compris donc, c'est quelqu'un qui aime parler de la famille, et plus particulièrement des fratries. On peut aussi noter qu'il aime beaucoup la ville de New York, que quasiment tous ses films s'y passent, à part les deux derniers, parce qu'il y en a un qui se passe en Amazonie et l'autre dans l'espace, donc forcément ça n'aide pas à ce que ça se passe à New York. Mais notons que ces deux films-là, qui parlent de voyage, donc d'un voyage en Amazonie et d'un voyage dans l'espace, ont des thématiques en commun. Dans les deux cas, on a un père qui abandonne femme et enfant, pour donc s'enfoncer, comme j'ai dit, en Amazonie. Et dans l'autre, dans Ad Astra, c'est un père qui quitte femme et enfant pour s'enfoncer de plus en plus profond dans l'espace. La différence entre les deux, c'est que dans Ad Astra, on s'intéresse au fils. Fils qui va aller rejoindre son père. Et s'il n'est pas question là de fratrie, il est bel et bien question de famille. Et vous allez me dire, mais on s'en fout de tout ça, en quoi c'est important? En fait, en voyant ces films-là, des films que Gray a notamment scénarisés ou co-scénarisés, par exemple, il est le co-auteur du scénario d'Ad Astra, on se rend compte que James Gray est un auteur. Et la question que vous allez me poser, mais c'est quoi un auteur? Et je vais laisser Alexandre Astruc répondre. Alors, Alexandre Astruc, c'est un réalisateur français qui avait inventé un concept qui était la caméra stylo. Et je vais vous lire comment est-ce que lui caractérise Alfred Hitchcock. Quand un homme, depuis 30 ans, et à travers 50 films, raconte à peu près toujours la même histoire, celle d'une âme aux prises avec le mal, et maintient, le long de cette ligne unique, le même style fait essentiellement d'une façon exemplaire de dépouiller les personnages et de les plonger dans l'univers abstrait de leur passion, il me paraît difficile de ne pas admettre que l'on se trouve, pour une fois, en face de ce qu'il y a après tout de plus rare dans cette industrie, un auteur de film. Cette idée d'auteur a donc été poursuivie ensuite par certains rédacteurs des cahiers du cinéma, par certains critiques, des critiques comme Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Éric Rohmer, Claude Chabrol, qui sont tous devenus réalisateurs par la suite, et que l'on appelait à l'époque les jeunes Turcs, ils ont progressivement, au fil de leurs articles, mis en place ce qu'on appelle la politique des auteurs. En gros, ça vise à dire que le réalisateur du film est le seul auteur du film, et que tous les autres travaillent à sa vision. Alors, bien sûr, on peut nuancer, on peut critiquer un peu cette vision-là, déjà parce qu'il y a des scénaristes qui écrivent les films, et avec la vision d'auteur, le scénariste ne serait qu'un simple technicien. Et on sait bien qu'il y a des scénaristes qui sont, assez importants avec leur propre style. Je pense par exemple à Aaron Sorkin, celui-même qui a scénarisé The Social Network, Le Stratège avec Brad Pitt également, ou bien encore Steve Jobs de Danny Boyle. Sauf que si vous voulez mon avis, on remarque quand même bien que le film de David Fincher,
à savoir The Social Network, est un film de David Fincher et qui s'est totalement accaparé le très bon scénario de Sorkins pour faire sa propre œuvre à lui. Et avec le stratège, on peut se dire que peut-être le film aurait été meilleur, non pas si le scénario avait été meilleur, mais si la réalisation avait été à la hauteur. En gros, s'il y avait eu un véritable auteur à la mise en scène. D'autres exemples, vous connaissez peut-être Arriaga, qui a notamment scénarisé des films pour Inarritu. Inarritu, vous savez, c'est celui-là qui avait eu l'Oscar du meilleur film pour Birdman, et qui a fait ensuite The Revenant. Et bien, fut un temps, il tournait des films scénarisés par Arriaga, qui étaient en général des films chorales, et qui étaient montés dans un ordre un peu aléatoire. Bon, je caricature. En gros, le début, c'était pas le début, et la fin, c'était pas la fin. Et je ne peux donc que citer les très bons 21 grammes, ou bien Babel, également avec Brad Pitt, qui est décidément partout. Et qui est un très bon acteur que j'aime beaucoup, Brad Pitt. Mais on va revenir sur son cas dans 30 secondes. Sauf que lorsque Arriaga et Inarritu se brouillent, ils se disputent, et que Arriaga part faire des films tout seul de son côté, qu'il va lui-même mettre en scène, on se dit, heureusement qu'il y avait Inarritu à la mise en scène avant. Comme quoi, le scénario ne fait pas tout. Et je peux même citer dans le même genre Shane Black, vous connaissez sans doute Shane Black, c'est celui-là qui a scénarisé L'Arme Fatale, 1, 2, 3 et 4 si je ne m'abuse, ou des films comme Le Dernier Samaritain. Et lorsqu'il passe lui-même à la réalisation, c'est un peu plus laborieux, Iron Man 3, Predator je sais pas combien. Bon, donc moi je serais quand même d'accord pour dire que un bon scénario, forcément ça aide, mais avoir un véritable auteur à la mise en scène, à la réalisation, ça aide encore plus à faire un bon film. Et donc la politique des auteurs, c'est défendre coûte que coûte un auteur. Et donc Truffaut, il a défendu comme ça un film qui s'appelait Alibaba et les 40 voleurs, où il y avait Fernandel dedans, qui était réputé pour être une sombre merde. Un film réalisé par Becker. Et Truffaut, il adorait Becker, et donc Truffaut, il dit ça. Ces instants un peu éparpillés dans Alibaba, qui nous restituent par bribes l'étourdissante et continuelle richesse de ton et d'invention dans le détail de la mise en scène du meilleur film de Jacques Becker, Casque d'or. Alibaba eût-il été raté, que j'eusse quand même défendu en vertu de la politique des auteurs, que mes congénères en critique et moi-même pratiquons. Toutes basées sur la belle formule de Giraudoux, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a que des auteurs. Elle consiste à nier l'axiome cher à nos aînés, selon quoi il va des films comme des mayonnaises, cela rate ou cela réussit. De fil en aiguille, il en arrive, nos aînés, à parler sans rien perdre de leur gravité, du vieillissement stérilisateur, voire même du gâtisme d'Abel Gans, Fritz Lang, Hitchcock, Hawks, Rossellini et même Jean Renoir, en son hollywoodienne période. En dépit de son scénario trituré par 10 ou 12 personnes de trop excepté Becker, Alibaba est le film d'un auteur, un auteur parvenu à une maîtrise exceptionnelle, un auteur de film. Ainsi, la réussite technique d'Alibaba confirme le bien fondé de notre politique, la politique des auteurs. Et pour finir, je vais citer Antoine de Bec. Je suis pas sûr que ça se prononce exactement comme ça, je vais l'écrire quelque part. Et donc, il parle de la vision de Truffaut du cinéma d'auteur. Un grand metteur en scène ne fait pas fausse route, mais la critique se fourvoie. Telle est l'explication avancée pour comprendre les malentendus. Truffaut fait plus confiance au génie personnel de l'auteur qu'à l'acuité du jugement critique. Le premier est souvent en avance sur son temps, le second souvent en retard. Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'adhérer à ça, d'accord ? Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à la politique des auteurs et défendre absolument tous les films de votre auteur favori. D'ailleurs, je ne le fais pas non plus forcément moi-même. Cependant, il faut bien se rendre compte que même dans les pires films, on va dire, d'un réalisateur, il reste quand même souvent des thématiques, des richesses, des petites astuces de mise en scène qui peuvent un peu sauver le film et se rendre compte que, mine de rien, malgré cette mayonnaise ratée, le film a malgré tout des qualités. Et donc, qu'on adhère ou non à la politique des auteurs, il faut bien se rendre compte que James Gray est bel et bien donc un auteur. Il a ses thématiques qui lui sont propres, le thème de la famille, et notamment il aime bien poser des dilemmes à ses personnages où ils vont devoir choisir entre la famille et, on va dire, autre chose. Dans The Immigrant, ce que j'ai vu très récemment, le dilemme c'est cette fille donc qui veut faire sortir sa sœur donc de l'hôpital où elle est traitée de la tuberculose pour qu'elle puisse elle aussi arriver aux États-Unis. Pour l'instant, elle est sur une île un peu au large de New York où on garde les tuberculeux en quarantaine. Et donc là, dans le film, Marion Cotillard a le choix. Soit elle suit le personnage de Jéméry Renner, dont il lui propose, en lui disant qu'il a de l'argent, d'aller vivre et commencer une nouvelle vie en Californie. Mais ça voudrait dire abandonner sa sœur, donc sur cette île où elle est en quarantaine à cause de sa tuberculose, où elle risque d'être réémigrée prioritairement pour la Pologne. Donc là, elle a le choix entre ça et rester à New York, continuer à se prostituer, mais espérer gagner assez d'argent pour réussir un jour à payer le traitement de sa sœur et la faire sortir, et pour qu'elle puisse accéder au continent américain. Donc il aime bien ce genre de dilemme-là. Donc là, en fait, en regardant le synopsis d'Ad Astra, où ça nous parle d'un mec qui doit aller chercher son père au-delà de Neptune, on se rend bien compte qu'on va pas être face à un film de SF totalement basique, banal, et que le thème principal,
On est d'accord, ça va être la relation père-fils. Et si vous avez regardé ces autres films, voyez bien que bien qu'ils fassent des films de genre en général, c'est-à-dire des films de gangsters avec You on the Night, ou bien avec Little Odessa, qu'ils fassent des films d'époque avec The Immigrant, ou bien même qu'ils fassent des films qui pourraient partir en survival dans la jungle, Lost City of Z, que la chose qui domine le tout, c'est toujours la famille. C'est toujours cette question-là qui est primordiale. Donc quand tu vas voir Ad Astra, tu te doutes que ça va être la même chose. Ok, c'est un film de science-fiction, c'est un film de genre, James Gray a quand même bien insufflé ces thématiques dedans. Donc si jamais toi tu y vas, parce que tu as juste vu la bande-annonce, et il me semble qu'il y en a une, on a mis toutes les scènes d'action du film, c'est-à-dire les 2 scènes d'action du film, et que tu crois que ça va péter de partout pendant tout le film, forcément tu risques d'être un peu déçu, parce que tout simplement tu n'auras pas ta dose de divertissement pour te faire oublier ta propre médiocrité, et ta propre mortalité également. J'ai une citation de Blaise Pascal pour vous. « Le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi, et à l'empêcher de penser à lui, car il est malheureux, tout roi qu'il est, s'il y pense. » Donc il n'y a pas de mal à vouloir se divertir, mais clairement si tu cherches un divertissement bas du front et débile, tu vas pas reprocher à James Gray de ne pas avoir fait ça. Ensuite, il ne faut pas oublier que Brad Pitt, c'est un acteur et un excellent acteur qui choisit extrêmement bien ses rôles. En fait, si on regarde dans sa filmographie, il y a très peu de blockbusters. Il y a 3, qui est une merde absolue, mais en même temps, moi aussi, si tu me proposes d'aller jouer à Shield, je dirais, bien sûr, je vais jouer à Shield. Et ceci, même si c'est Michael Bay qui réalise. Et l'autre gros blockbuster qu'il avait fait, c'était World War Z. Et sinon, il y en avait surtout des films d'auteur. On avait Tree of Life, il allait 2 fois chez Tarantino, et au départ, il devait même jouer dans The Lost City of Z. Donc Brad Pitt, c'est comme DiCaprio, c'est comme Tom Cruise. En général, ce sont des acteurs qui choisissent extrêmement bien leur rôle, et donc tu vas pas t'attendre à la même merde que d'habitude lorsque tu vas voir un de leurs films. C'est des gens qui savent, en fait, gérer leur carrière. Alors bien sûr, il y a des errances, genre Mr. et Mrs. Smith, mais mine de rien, le fait que Brad Pitt choisisse de jouer dans ce film devrait déjà tous nous mettre la puce à l'oreille que ça va pas être juste un truc débile, pam pam boum boum. Et donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent, la Fred et Seb? Alors, partie no spoil. Alors, Ad Astra, c'est un peu compliqué d'en parler. C'est très certainement une critique un peu spéciale qu'on fait par rapport à ce qu'on fait d'habitude, parce qu'on a l'habitude de plutôt les films à grand spectacle où c'est surtout un scénario et qu'il n'y a pas vraiment une vraie réflexion derrière. Là, je pense que Ad Astra, c'est d'abord une réflexion et un scénario qui est vaguement en arrière-plan. Donc, c'est difficile de forcément juger une réflexion. Et donc, c'est très bien, ils se sont rendus compte que c'était pas le genre de film qu'ils avaient l'habitude de critiquer. Ouais. Mais du coup, si c'est pas le genre de film que tu as l'habitude de critiquer, parfois il vaut mieux s'abstenir, ça évite de raconter n'importe quoi. Donc là, ils nous disent, oui, le scénario est en retrait, c'est la réflexion qui est mise en avant, etc. Déjà, je ne comprends pas cette phrase. Scénario est un mot polysémique, d'accord? Il a plusieurs sens. Il y a le sens trivial dans lequel on va tous l'utiliser, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour dire histoire. Voilà, qu'on dit, ouais, le scénario, on dit, ouais, c'est l'histoire. Et après, il y a le scénario papier, il y a le scénario dont parle Durandal. Et c'est ça, un scénario. Qui est en fait la continuité dialoguée, c'est-à-dire on te dit où se passe la scène et on te dit les dialogues. Mais je trouve cette opposition totalement vide de sens entre l'histoire et la réflexion, parce que c'est bel et bien l'histoire qui va porter la réflexion. Et en même temps, ça m'étonnerait que tu ailles voir un blockbuster pour l'histoire. En général, t'y vas, c'est pour en prendre plein les yeux. Quand je vais voir Mission Impossible, pas pour me dire « Ah ouais, c'est vraiment trop intéressant ces péripéties », c'est juste pour voir Tom Cruise se péter la cheville lorsqu'il saute d'un immeuble. Et pour voir des scènes d'action absolument monumentales. Après, le lien entre les différentes parties et l'histoire, je m'en cogne. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est mieux si l'histoire qui remet toutes les scènes d'action entre elles, elle se tient à peu près, hein, voilà. Et donc, je ne vais pas vous raconter tout le film, parce qu'en fait, on s'en tamponne. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, vous allez le voir, tout simplement. Ou bien, vous allez voir une des nombreuses vidéos d'un des faquins du web qui s'amuse à raconter le film. Voilà. Parce que c'est une façon plutôt habile de meubler, hein. Et donc, ouais, je me suis tapé beaucoup de leurs vidéos aux faquins du web, et il y en a beaucoup qui citent 2001, l'Odyssée de l'espace. Et en fait, ce qu'ils ne disent pas, ces gens-là, c'est que ce film-là est un anti-2001, l'Odyssée de l'espace. Alors oui, comme dans 2001, le but est d'aller aux confins du système solaire pour essayer de trouver des réponses. L'un, c'est la vie extraterrestre pour Ad Astra, et pour 2001, c'est le monolithe. Sauf que thématiquement, c'est exactement l'inverse. Si les deux, bien sûr, ce sont des odyssées, 2001, l'Odyssée de l'espace, là, Ad Astra, c'est effectivement une odyssée. D'ailleurs, Régis a dit quelque chose d'intelligent. Régis a dit que c'est pas l'Odyssée d'Ulysse, c'est l'Odyssée de Télémaque. Alors, pour ceux qui ne sont pas au clair avec la mythologie grecque, Ulysse, Pénélope, un fils, Télémaque. Et lorsque Ulysse y part comme ça, pour faire la guerre de Troie et qui ne revient toujours pas, à un moment donné, Télémaque va essayer de repasser par les endroits où est parti son père, d'aller à sa rencontre. Et c'est plus ça que va raconter Ad Astra, le fils à la recherche du père. Et comme je l'ai déjà dit, c'est l'inverse de The Lost City of Z, où le père
laissait derrière lui sa famille pour partir à l'aventure. Donc là, on voit que James Gray aime varier autour des mêmes thèmes. Le thème de l'Odyssée, un thème mythologique. Tout comme l'affrontement entre deux frères, c'est également un thème mythologique. Je vous conseille de lire la pièce Les 7 contre Thèbes. Et donc je reviens sur la différence thématique entre 2001 et Ad Astra. Sur 2001, on sait qu'il y a un truc bizarre, on sait qu'il y a une sorte de vie extraterrestre qui a foutu ce putain de monolithe sur Terre, sur la Lune et dans l'espace. Dans Ad Astra, on ne sait pas. On ne sait pas si la vie extraterrestre existe. Mais le personnage incarné par Tommy Lee Jones, donc le père de Brad Pitt, lui, il est persuadé que cette vie extraterrestre existe. Il est prêt à tout sacrifier pour rencontrer, ou du moins pour détecter cette vie extraterrestre. Et la différence majeure, donc, va être dans la réponse apportée par Ad Astra. Puisque Ad Astra dit « Nous sommes tout seuls dans l'univers ». C'est la réponse du film à la question. Nous sommes tout seuls dans l'univers. Et donc, si vous regardez plein de films de science-fiction où il est question d'extraterrestres, de détecter des nouvelles vies, pour qu'il se passe un truc, que ce soit le film Contact avec Jodie Foster, que ce soit Interstellar, lorsque les personnages se posent des questions, il y a une réponse métaphysique qui arrive. Dans Interstellar, c'est leur délire débile avec l'amour, là où ils se touchent les fils, là. Et la qualité d'Ad Astra, c'est qu'il n'y a pas de métaphysique. La métaphysique a totalement été enlevée du film. Il n'y en a pas. Le film dit tout, donne les réponses à toutes ces questions. Il n'y a rien de surnaturel, il n'y a rien d'étrange. Et faire ça, c'est-à-dire rendre l'univers totalement normal, totalement compréhensible, limite sans mystère, mais pas sans beauté, ben c'est une avancée pour le cinéma de science-fiction. C'est-à-dire qu'on peut faire un film où il y a une question, comme nous on peut se poser des questions, on croit qu'il se passe quelque chose, on croit qu'il y a quelque chose qui existe plus loin, sur d'autres planètes, et la réponse peut être non. Il ne se passe rien. Et donc j'ai eu des faquins qui étaient déçus de la fin du film. C'est l'une des dernières scènes quand on voit une toute petite lueur bleue sur le casque de Brad Pitt. Je pense qu'on aurait terminé là-dessus. Ça aurait pu donner une fin ouverte au spectateur du style, tu vois, Tommy Lee Jones il est parti, mais c'est celui qui avait raison. Et il y a bien une intelligence extraterrestre. Et on aurait juste terminé sur cette petite lueur, on aurait pu se dire, oui mais est-ce que c'est le vaisseau de Brad Pitt, puisque c'est le vaisseau de Brad Pitt? Est-ce que c'est une forme de vie extraterrestre? Est-ce que c'est peut-être un appel, l'appel de la mort aussi, une sorte de symbolique, une figure symbolique vis-à-vis de Brad Pitt, qui terminait justement le film par cette phrase à cet instant T, pourquoi continuer à se battre? Parce que ils auraient voulu plus, ils auraient voulu qu'on ne réponde pas à toutes les questions, ils auraient voulu pouvoir faire travailler leur imagination. Mais en fait, là, c'est clairement ne pas avoir compris le film. C'est clairement ne pas avoir compris quel était le message que voulait faire passer James Gray. Parce que certes, James Gray veut faire passer des choses au niveau de la famille, au niveau de la relation père-fils. D'ailleurs, j'en ai lu quelques-uns qui disaient « Ouais, c'est cliché, tu vois, j'ai déjà vu ça 10 fois ». Alors déjà, il faut comprendre que non, ce n'est pas un cliché. C'est une relecture, une réécriture mythologique si vous voulez, mais ce n'est pas un cliché. Là, l'une des questions familiales posées par le film, c'est est-ce que le fils va être obligé de devenir le père? Est-ce qu'il y a une condamnation à devenir le père? Un peu comme Oedipe. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Oedipe, donc c'est le type qui a tué son père et baisé sa mère, un homme bien. Et le problème, c'est que ses enfants, souffraient de la même flétrissure de leur race. C'est-à-dire que les enfants étaient condamnés à cause des erreurs d'Oedipe, donc le fait de tuer son père et de baiser sa mère, qui, je le rappelle, n'est pas quelque chose à faire, même dans le nord de la France. Calmez-vous. On sait bien que le microclimat comme ça, c'est tentant, mais non. Vous dites non. C'est comme la drogue. Non. Et donc la question, est-on obligé de devenir son père, est l'une des questions que pose le film, dans sa partie familiale, on va dire. Et donc cette question-là est une thématique mythologique, d'accord, qui a des millénaires, et qu'il est intéressant de réactualiser, de faire des relectures pour proposer peut-être d'autres réponses, d'autres versions, d'autres variations, et ça n'est en rien un cliché. Peut-être qu'on fera une fois une vidéo pour la différence entre qu'est-ce qui est une relecture mythologique et qu'est-ce qui est un cliché. Parce que sans doute, la question du père et du fils, vous avez déjà vu des films là-dessus, mais est-ce que vous les avez déjà vus traités de la même manière? Et si vous avez déjà vu des films qui traitaient ça de la même manière, est-ce que c'est suffisant pour parler de clichés? Si oui, je vous attends dans les commentaires et avec ma bienveillance et ma bénévolence naturelle, je vais vous défoncer. Donc je reviens à la fin du film que les faquins ne veulent pas comprendre, et vous allez voir, il y a un lien avec la thématique familiale, c'est que donc nous sommes seuls dans l'univers, et puisque nous sommes seuls dans l'univers, ce qui compte, ce n'est pas de croire qu'il y a peut-être des extraterrestres qui de toute façon ne vont rien changer à notre vie, ce qui compte, c'est les siens, c'est les proches. Et comme par hasard, ça colle bien avec toutes les thématiques familiales qu'adore James Gray, dans ce film comme dans les autres. C'est-à-dire que James Gray a réussi à faire coller les enjeux, on va dire, cosmologiques, c'est-à-dire tout le questionnement autour de l'existence ou non d'extraterrestres qui motivait le père à partir aux confins de l'univers, et les enjeux précieux et intimes du personnage de Brad Pitt, qui lui a le choix entre créer une famille et vivre seul. Et donc, je suis désolé pour tous les faquins qui voulaient un truc absolument précis, un peu métaphysique, un peu de questionnement, etc. C'est pas ce que veut faire James Gray. James Gray veut te dire, profite
de ce que tu as, profite de ce qui est vrai, profite du réel, profite de ce qui est tangible, parce que un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et si vous voulez continuer cette réflexion, j'avais fait une vidéo sur Notre-Dame, où ça s'appelait genre « Toute cette éthique » ou je sais pas quoi, qui est d'après mon humble avis personnel, pas du tout biaisé, l'une de mes meilleures vidéos, avec celle-là que personne n'a vue. Et ce qui ressortait de cette vidéo, et ce qui ressort du film Ad Astra, pour moi, c'est clairement qu'il est absurde de se mettre à douter d'une chose pour laquelle on n'a aucune preuve. C'est-à-dire qu'il est absurde de douter qu'on ne soit pas seul dans l'univers, alors qu'on n'a aucune preuve d'une vie extraterrestre. Et donc là, dans ma vidéo, j'avais cité plein de trucs de Wittgenstein, je vous y renvoie, mais on peut aller même plus loin. Nietzsche, c'est quelqu'un qui a rétabli totalement le concept d'illusion. Il disait, c'est pas grave d'être dans l'illusion. Pour lui, la vérité l'intéressait pas forcément. C'est-à-dire que là, par exemple, vous vous êtes déjà posé la question, ouais, non mais attends, ça se trouve, on est dans la matrice, quoi. Et en fait, tout ça, c'est pas réel. Tout ça, tu vois, c'est un fond vert. Et après, les robots, ils nous enculent. Sauf que, qu'est-ce que ça change pour toi? Que ton environnement ne soit pas réel. Qu'est-ce que ça change pour toi? Tu vis bien en ce moment. Tu as des plaisirs, des déplaisirs. Ça pourrait n'être qu'une illusion dans une simulation, ça ne change rien que pour toi. C'est vrai. Aussi, vous savez que Nietzsche conspuait le nihilisme, et se sacrifier pour une croyance, dans son cas le christianisme, n'avait pas de sens. C'est-à-dire que mener une vie ascétique parce que peut-être on ira au paradis, pour lui, n'avait aucun sens. On peut dire la même chose du père de Brad Pitt, qui est seul depuis des années dans l'espace, en train d'essayer de faire tout et n'importe quoi pour essayer de trouver des extraterrestres. Il a sacrifié sa vie, il s'est privé d'énormément de plaisir, dans l'espoir peut-être un jour d'être récompensé. Alors c'était pas le paradis, c'était le fait de trouver des extraterrestres. Mais vous voyez le lien. Et pour finir, j'aimerais rejoindre Camus. Dans le mythe de Sisyphe, Camus disait que le suicide était le seul problème philosophique réellement sérieux. En fait, il pose la question, est-ce que pour la vérité, ça vaut le coup de mourir? Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier sa vie? Et il donnait l'exemple de Galilée. Donc vous savez tous, Galilée qui a été jugé par l'Église parce qu'il disait que la Terre tournait autour du Soleil. Et Galilée s'était ravisé, il avait dit « ouais, non, c'est bon ». Puis il y a même cette fameuse légende, qui n'est pas vraie du coup, où Galilée aurait dit en sortant de son procès « et pourtant, elle tourne ». C'est-à-dire que Galilée a préféré sa vie à la vérité. Et donc c'est la même chose dans Ad Astra. Quel est l'intérêt de tout sacrifier, femmes, enfants, dont on est sûr qu'ils existent, dont on est sûr de leur amour, pour une découverte hypothétique qui ne changera peut-être pas forcément grand-chose à ta vie en toi. Si tu découvres des extraterrestres, peut-être que ton nom sera retenu dans les livres d'histoire, mais en tout cas, ça, tu ne l'emporteras pas dans ta tombe. Et je trouve ça important d'avoir des films qui délivrent ce genre de message. Un message qui est, vas-y, profite de ta vie. Qui est un message, en fait, que tu peux appliquer dans ta vie de tous les jours. C'est pas comme Spider-Man Multiverse, où t'as une magnifique morale qui dit, ouais, n'importe qui peut être Spider-Man, mais en fait, en vrai, dans ta vraie vie, tu peux pas être Spider-Man. Ça marche pas. T'as pas la puissance physique. T'as pas été piqué par une araignée. Tu peux pas être Spider-Man. Ça marche pas. Spider-Man! T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Spider-Man! Couche, Spider-Man. Par contre, dans ta vie de tous les jours, te recentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment, ça tu peux faire. Et c'est pas grave si t'es dans une illusion. Ce qui compte, c'est que tu vives bien. Donc tout ça, c'est-à-dire les thématiques familiales, les thématiques philosophiques, mêlées à la maestria de la mise en scène, à la musique que je trouve absolument géniale, parce que moi je ne suis pas un grand amateur des musiques pompières qui va faire pa 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 pa, n'est-ce pas, Interstellar, et qui sont plus là pour surligner une certaine ambiance. Je trouve que Ad Astra est un film absolument merveilleux. Mais je sais qu'il y a des peigne cul qui disent « ouais, mais c'est mou ». Ou bien qui disent encore, en essayant d'articuler comme ça, mais vu la lobotomie qu'ils ont subie, ils ont un peu du mal. « mais c'est pas réaliste ». Et le problème, c'est que tu peux pas reprocher un film d'être vraiment mou, parce qu'en fait, ce film n'est pas réellement mou. Moi, je me suis jamais fait chier, il est même pas lent, je ne trouve même pas que le rythme soit spécialement lent. C'est juste que peut-être que tu es biaisé au départ, parce que tu as l'habitude de regarder des trucs qui vont à 100 à l'heure, parce que il faut que tu puisses ingurgiter ton popcorn. Et donc reprocher au film d'être mou, pour ensuite, lorsqu'il y a un moment, un tout petit peu de suspense et de tension, je pense au moment où Brad Pitt s'infiltre dans une fusée, où tout le monde fait « oh ouais, mais c'est pas réaliste du tout, tu vois, en vrai, voilà... » Et il faut choisir. Tu peux pas dire d'un côté c'est mou, et puis d'un côté, dès qu'il y a un moment de suspense, un moment un peu de tension, dire « ah ouais, mais non, c'est pas réaliste ». Parce que n'oubliez pas que vous laissez passer 50 fois plus débile dans n'importe quel autre film d'action. Et que c'est le genre de séquence qui montre à quel point Brad Pitt est déterminé. Déterminé à retrouver son père, déterminé à en finir avec son père, peut-être, on ne sait pas. Mais surtout déterminé à affronter tous les dangers pour ça. Pour accomplir sa mission. Ce que vous ne trouvez pas réaliste sert tout simplement à la thématique du film.
Et d'ailleurs, si vous laissez passer 50 fois pire dans n'importe quel autre film, c'est tout simplement parce que l'autre film va 50 fois plus vite également. Et donc, en fait, votre cerveau n'a pas le temps de vous dire « en fait, c'est complètement con ce qui vient de se passer ». Bref, profitez du film, profitez de la réflexion proposée, de ces questionnements mythologiques, du message qu'il apporte, de la mise en scène alliant des décors absolument magnifiques à l'intime, et surtout, osant proposer enfin quelque chose d'antispectaculaire et qui ose enfin proposer une réponse négative à toutes les questions sur la vie dans l'univers que l'on se pose. Réponse ô combien frustrante, mais réponse ô combien réaliste. D'ailleurs, j'ai absolument adoré l'univers du film. Sur la Lune, il y a des boutiques absolument partout, des Subway, des DHL. Tout est devenu hyper consumériste, on tire des fusées depuis la Lune, il y a des groupes qui s'affrontent pour des ressources, et on peut se faire braquer en voiture à peu près partout. C'est la Guyane. Tout pareil.